The Expanse, c'est une série vraiment dingue. D'ailleurs, quand il s'agit d'en parler, les compliments des critiques fusent dans tous les sens comme une pluie d'astéroïdes. Véritable space opéra par-ci, mystère thriller de science-fiction noire par-là, et tout simplement meilleure série science-fiction de la décennie pour certains. Rien que ça. Comme je suis incollable, genre si vous me mettez contre un mur, je tombe. Je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur cette série plébiscitée. Commençons par l'origine de la série. The Expanse est l'adaptation d'une saga romanesque de James S. Corey, un pseudonyme derrière lequel se cachent en fait deux auteurs, Daniel Abraham et T. Frank. Le premier tome publié aux US en 2011 et en France en 2014 sous le titre de L'éveil du Léviathan a été nommé au prix Hugo du meilleur roman et au prix Locus du meilleur roman de science-fiction. Et le moins qu'on puisse dire est que la richesse de leurs livres, particulièrement pointu d'un point de vue scientifique, offre un terreau de très grande qualité aux showrunners de la série qui exploitent en moyenne un tome par saison. La saga en contient déjà 8 et le 9e sera publié en 2020. De quoi voir venir. Ouf! The Expanse se déroule au XXIIIe siècle, à une époque où les hommes ont colonisé le système solaire et où les Nations Unies contrôlent la Terre. Mars, elle, est devenue une puissance militaire indépendante. Les autres planètes dépendent des ressources de la ceinture d'astéroïdes, où les conditions de vie sont pas faciles tous les jours. Au fil des ans, les tensions interplanétaires ont pris une telle ampleur qu'une simple petite étincelle et c'est la 3e guerre mondiale. Enfin plutôt la première guerre galactique. C'est à travers les regards de plusieurs personnages d'origines différentes, des Centuriens, des Terriens et des Martiens, que nous découvrons les enjeux et ressentiments générés par cet équilibre fragile. Comme vous l'aurez compris, The Expanse possède donc une forte dimension politique. Bon, c'est évidemment une interprétation personnelle, mais sans vous faire un dessin, la Terre dirigée par les Nations Unies représente l'Europe, le chômage de masse y règne, et ses habitants sont considérés comme des enfants gâtés qui ont gâché le paradis qui leur a été offert. À l'inverse, Mars, la belliqueuse, dont la terraformation traîne car la priorité est donnée aux militaires, fera plutôt penser aux États-Unis. Enfin, il y a les parias du système solaire, les habitants de la ceinture qui ne profitent guère des matières premières qu'ils exploitent, ce sont les pays en développement. Vous voyez le sous-texte. Et plein de détails enrichissent ce propos politique. Par exemple, tous les habitants de la ceinture, ou presque, possèdent un tatouage horizontal sur le cou. C'est un hommage à leurs ancêtres envoyés là pour trouver des minerais et qui possédaient des combinaisons toutes pourries qui rappellent le coup. La plupart se retrouvaient donc avec des cicatrices immenses près de la jugulaire, cicatrices qu'ils ont cachées avec des tatouages et la tradition est restée. Et la série reprend tout ça. Il faut dire qu'elle a été dirigée par Mark Ferbus et Hawk Oatsby, dont on peut dire qu'ils sont du métier vu qu'ils ont notamment signé les scénarios du Fils de l'homme d'Alfonso Cuarón et d'Iron Man, et de Cowboys et Envahisseurs, mais c'est moins classe. Dans tous les cas, on voit comment les scénaristes s'emparent de l'univers inquiétant pour y développer des personnages complexes et proposer autre chose que de pur divertissement. D'ailleurs, un truc passionnant dans la série, c'est que chacun de ces peuples a développé sa culture, sa mentalité, son langage. Par exemple, les Belters, les habitants de la ceinture d'astéroïdes, ont eu droit à leur propre langue inventée qui est devenue une partie intégrante de la série. Il ne se passe pas un épisode sans qu'on ne l'entende dans la bouche d'un des personnages. Ce sont des scientifiques, pas des soldats. Certains fans inconditionnels de la série se sont évidemment mis en tête d'apprendre cette langue. D'après le linguistique Nick Farmer qui l'a créé, il parle pas moins de 12 langues le type. Et dire que moi, à part Hola, ¿qué tal, yo quiero una paella, je sais pas parler espagnol. Le Belter est un mélange de créole haïtien, d'anglais, de chinois, de français, d'allemand, de perse, d'hébreu et de zoulou. Ouais, je crois que je vais pas l'apprendre, la flemme. Mais c'est pas tout. Les créateurs de la série ont aussi mené un travail de dingue sur la particularité physique liée à cette colonisation. Les Martiens, soumis à une faible gravité, ont un mal fou à vivre sur Terre. Et pour les Ceinturiens, les pauvres, c'est encore pire. Nés sur des cailloux ou des stations orbitales, ils sont quasiment condamnés à vivre dans des espaces confinés et n'ont jamais respiré d'air naturel. Condamnés à vivre dans un espace confiné, tiens, ça me rappelle quelque chose, mais je m'égare. Bon, en tout cas, là où d'habitude les univers galactiques offrent seulement une déclinaison des paysages variés, The Expanse prend en compte la gravité, la température, l'oxygène, avec une précision scientifique diabolique. Et ça marche puisque la NASA elle-même a adoubé tout le travail de la série sur la gravité, ou plutôt l'absence de gravité. On s'y perd. Pendant le tournage, pour certaines scènes, les acteurs ont été pendus à des fils. Ils ont dû être formés par un coach mouvement pour se déplacer comme s'ils étaient en 0G. 0G, ça veut dire zéro gravité. Cette histoire de gravité est importante. Sur certains astéroïdes, toute une mythologie a été créée pour expliquer comment la gravité avait été recréée via un énorme accélérateur à rotation fabriqué par l'entreprise Tycho. Or, cette machine a des défauts et certains lieux, notamment sur les astéroïdes Cérès et Eros, affichent une faible gravité. Résultat, on y trouve des humains ayant subi des mutations génétiques graves avec notamment des membres anormalement longs. Ambiance. Mais le mieux, ce sont les petits détails. Par exemple, les designs et les noms des vaisseaux sont trop classe et inscrivent totalement l'œuvre dans l'histoire littéraire terrestre, parce que celle de la ceinture astéroïde, je l'ai pas lue. On croise ainsi un vaisseau baptisé Rocinante, le cheval de Don Quichotte,
un autre appelé Canterbury, en référence aux contes de Canterbury qui ont influencé les auteurs de livres. Ou encore de Behemoth, comme la terrible créature biblique. La série est bourrée de clins d'œil à d'autres œuvres, pas tout aussi intello. Le nom du bar dans lequel un personnage se rend est Tech Noir, comme dans Terminator. Et pour revenir au vaisseau, sachez qu'on peut même imprimer son propre vaisseau en 3D, car à l'époque de la diffusion de la première saison, Sci-Fi avait mis en ligne une série de patrons. C'est plutôt cool, hein, mais bon, il faut pas compter dessus pour décoller. On l'a dit, les showrunners suivent l'avancée de la publication des bouquins et a priori, on ne devrait pas se retrouver avec un effet Game of Thrones puisque les auteurs de livres sont assez prolifiques. Bon, quoi qu'il en soit, l'univers de la série s'étend lui aussi comme l'univers en expansion. Une série de comic books digitaux dérivés à la fois de la série et des livres a vu le jour, se concentrant généralement sur les origines de certains personnages comme James Holden, Naomi Nagata ou Amos Burton. Publiés par Comixology, les comics, malheureusement en anglais, sont téléchargeables légalement en ligne contre la menu monnaie. On appelle ça un achat dans le jargon. Ah oui, et pour finir, une petite touche de chauvinisme. Prime Video fait en quelque sorte partie de l'histoire de la série. Et ouais, c'est Jeff Bezos en personne, le patron d'Amazon et grand fan de The Expanse, qui a annoncé le sauvetage du show en 2018, en présence du casting qui était réuni à l'occasion d'une conférence sur l'exploration spatiale. La série, précédemment diffusée sur Sci-Fi, comme je vous le disais, est désormais choyée chez Prime Video. Tant mieux pour nous!